July 27th, 2022. This is the STEPS Reimagining Community Engagement in Public Space French translation of the meeting. Réimaginer l'engagement communautaire dans l'espace public le 27 juillet 2022. Alors, bonsoir et bienvenue. Il s'agit d'une séance qui est enregistrée et elle est diffusée en direct sur Facebook. Alors, nous allons prendre quelques instants, le temps de démarrer cet enregistrement et nous allons débuter. Merveilleux! Alors, bonsoir, je suis Belinda Ouassé, je suis coordonnatrice chez STEPS. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je coordonne les programmes pour artistes, donc. Et nous avons une séance avec un panel sur réimaginer nos communautés. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, réimaginer l'engagement communautaire dans l'espace public. Alors, bienvenue. Sachez aussi que nous avons une option de sous-titrage qui est disponible. Veuillez cliquer sur l'icône CC de votre barre d'outils Zoom pour les paramètres de sous-titrage. Et sachez également que nous allons enregistrer cette séance et la diffuser en direct sur Facebook également. Vous avez aussi accès à l'interprétation ASL et LSQ. Et si vous souhaitez épingler l'un des interprètes pour le mettre en évidence sur votre écran, c'est possible en cliquant sur le coin supérieur droit de la case de l'interprète. C'est là que vous sélectionnez « Épingler ». De plus, si vous souhaitez accéder à la traduction simultanée en français, veuillez cliquer sur l'icône du globe Interprétation dans votre barre d'outils Zoom et sélectionner « Français ». Alors, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Alors, STEPS favorise des communautés dynamiques et inclusives grâce à l'art public et à la création de lieux créatifs. Nous transformons les espaces urbains en lieux dynamiques grâce à des programmes de planification culturelle, d'art communautaire et de renforcement des capacités des artistes. Alors, avant d'aborder nos conversations, nous allons d'abord commencer par une reconnaissance des terres. Alors, nous sommes sur des terres qui sont un site d'activité humaine depuis 15 000 ans. Les territoires comprennent les Hurons-Wendat, les nations Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, les Mississaugas des Premières Nations de la rivière Crédit et la nation Métis. Le territoire fait l'objet du pacte de la ceinture Wampun Dish with One Spoon, une entente entre la Confédération iroquoise, la Confédération des Ojibwés et les nations alliées pour partager pacifiquement et prendre soin des ressources autour des Grands Lacs en ne prenant que ce qui est nécessaire en s'assurant de ne pas laisser de vide pour les autres qui suivent. Aujourd'hui, le lieu de rencontre de Toronto abrite une communauté autochtone urbaine importante, active et diversifiée, ici de nombreuses nations de l'île de la Tortue, et nous sommes reconnaissants d'utiliser cette terre pour partager des idées et générer de la créativité. En tant qu'organisation artistique publique, nous reconnaissons le privilège que nous avons de travailler sur des terres non cédées et nous nous efforçons de désapprendre les structures coloniales pour avancer vers la réconciliation. Dans le clavardage, vous verrez que nous avons partagé un lien vers nativeland.ca. C'est un excellent point de départ pour aider à se renseigner sur les territoires autochtones traditionnels dans lesquels nous résidons actuellement, ainsi que sur les traités, les communautés et les langues. Alors, nous vous encourageons donc tous à vous renseigner sur les terres qui nous abritent, sur les communautés indigènes avec lesquelles nous partageons ces terres aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui sont venus avant nous. Alors, notre équipe est disponible pour un soutien technique et des conseils en cours de séance. Alors, veuillez fermer votre micro lorsque vous ne partagez pas. Utilisez la boîte de discussion tout au long de la séance pour vos questions et commentaires. Et encore une fois, cette rencontre est enregistrée pour des fins d'archivage et de référence. Alors, à vous qui vous joignez à nous
Merci d'être là encore une fois. Vous savez vraisemblablement qu'il s'agit ici d'une collaboration entre plusieurs intervenants. Alors, nous avons Madame McIntyre du Québec. Nous avons également, en fait, c'est un panel avec diverses personnes des plus intéressantes. Donc, de nouveau, Anna-Jana McIntyre de Québec, Lindsay Lickers de l'Ontario, Jamie Calayo d'Alberta et Kayla Bernard de la Nouvelle-Écosse, qui ensemble vont aborder la question de réimaginer l'engagement communautaire pour discuter de différentes approches. Alors, sans plus tarder, ouvrons le bal. Merci à tous. Ben, merci beaucoup. Alors, merci. J'aime beaucoup ces conversations et je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Alors, la première chose que j'aimerais aborder, c'est que nous avons créé un document Google et parce qu'en fait, ce qui est fabuleux avec nos rencontres Zoom, c'est qu'on peut assembler des informations au sujet de nos participants, ce qui permet de réseauter et de créer des collectifs de personnes ouvertes à collaborer ensemble. Alors, si vous regardez le clavardage, je vais vous communiquer un lien qui permettra de partager avec nous. Et c'est un document Google, donc, que j'ai débuté en 2021. Et vous verrez donc qu'il y a déjà des noms. C'est au fil de conférence que je constitue ce document. Le voilà. Il a été publié donc dans le clavardage. Donc, c'est Madame McIntyre qui vient de publier un lien. Et c'est un document public. Veuillez garder ça à l'esprit. D'autres personnes pourront voir vos informations. Alors, je tiens à vous le préciser. Alors, j'espère que je ne parle pas trop rapidement, notamment étant donné l'interprétation en cours. Bon. Alors. Alors, encore une fois, nous sommes en virtuel. Alors, c'est pas toujours simple de maintenir un contact visuel. Ça vient aussi avec des silences qui sont à gérer de manière différente que lorsque nous sommes en présentiel. Alors, sachez que j'ai créé des Jamboards et je vous invite donc à rajouter, à collaborer, à exprimer vos opinions. Alors, Jamboard, c'est un outil qui est très agréable et grâce à Google Drive, ça permet de créer un document collectif où les gens peuvent partager. Malheureusement, l'information ne se retrouve pas qu'en une seule page, mais l'information peut être téléchargée en cours de route. Alors, bienvenue à Jamboard. Et puis, donc, sachez que je suis une artiste visuelle. Je suis à Montréal, mais j'ai immigré au Canada. J'ai beaucoup bougé. Ça fait depuis l'âge de 2 ans que je suis au Canada. J'ai habité en Colombie-Britannique, en Saskatchewan. Et 3 endroits en Saskatchewan. Je suis allée en Ontario également. Et je pense que j'ai
toujours été frappée en tant qu'immigrante par les différentes cultures. Et j'ai appris à un tout jeune âge que même si on parlait la même langue, on ne connectait pas nécessairement tous de la même manière, et ça a inspiré mon travail. Je cherche à garder les deux pieds sur le terrain, pour ainsi dire, pour pouvoir faire ma part, pour contribuer à un monde meilleur. Et puis, l'art sur lequel je travaille se veut immersif, tout en prenant en considération différents contextes. Alors, en fait, mon but n'est pas de vous parler de ma personne, mais plutôt que vous compreniez d'où je viens. Je souffre aussi des troubles de l'attention. Je ne l'ai pas su avant d'atteindre l'âge adulte. Et aussi, le fait d'avoir immigré dans ce pays, en fait, ces deux considérations, l'ADHD, l'immigration, sont deux aspects qui inspirent mon travail d'artiste. Et l'art, dès un tout jeune âge, pour être franche, m'a aidé à survivre parce que c'était pas toujours facile pour moi d'être en lien avec les enfants autour de moi. Et donc, beaucoup de reconnaissance envers l'art qui maintenant fait partie intégrante de ma vie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour d'autres immigrants. Et puis, je dirais des fois que certaines considérations matérielles peuvent parfois remplacer les gens, voire rappeler des gens. Et donc, en fait, pensons aux objets aussi pour ce qui rappelle de notre héritage familial. Alors ici, ce que vous voyez à l'écran, justement, c'est une collection d'objets significatifs. Et en fait, mon frère et ma sœur ici, il y avait des objets qui les intéressaient moins et c'est moi qui les a pris en charge pour en créer une œuvre artistique. Alors ici, mes liens pour mes Jamboards dont je vous parlais plus tôt. Et j'ai une première question pour vous. Et avant d'aborder la question, j'aimerais partager le lien au Jamboard également pour que vous puissiez y accéder en temps réel. Alors voici. Le voilà. Il s'affiche maintenant dans le clavardage si vous voulez le cliquer. Alors, on pensait qu'on pourrait commencer par des introductions de tout un chacun, c'est-à-dire nos membres du panel ce soir. Alors, je vais commencer par inviter Kayla. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Bon, alors, je suis Kayla Bernard. Je viens de la communauté Spek-Anagati des Premières Nations. J'habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et je suis une femme autochtone. Et je travaille au niveau avec la jeunesse et le développement de la jeunesse. Et puis, je travaille à l'intersection, en fait, du développement des jeunes dans la communauté. Et puis, je travaille au niveau social pour aider à favoriser les membres de nos communautés et comment appuyer les jeunes pour qu'ils se réalisent. Parce que parfois, on ne prend pas en considération la personne
complète. Et puis, nous avons des gens absolument formidables dans la jeunesse, alors que le monde n'est pas toujours prêt à les accueillir. Ben, merci beaucoup. Lindsay, aimeriez-vous vous présenter? Oui, je peux le faire. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors, je viens de vous parler en langue autochtone. Mon nom spirituel est Muskekenekepwe, qui est femme médecine de l'eau. Et je viens avec les 6 nations de la rivière Grand avec des racines ancestrales chez les Mississauga de New Credit. Alors, je suis artiste depuis 15 ans maintenant et je me travaille à Toronto ainsi qu'auprès des 6 nations. Je suis sur le territoire de ma naissance et j'ai 12 ans d'expérience pour faciliter les arts. J'ai travaillé aussi au niveau de la gouvernance et du militantisme auprès du gouvernement. Je travaille notamment au niveau de l'art pratique, sur le terrain, au niveau où sont les gens et, étant donné mon expérience en tant que travailleuse sociale également, en fait, tout cela inspire ce que je fais dans ma vie. Alors, je travaille à renforcer les capacités communautaires, tant au niveau des individus que des fournisseurs de services, que ceux qui survivent dans nos communautés. Donc, encore une fois, du militantisme pour favoriser nos membres de la communauté, que ce soit ce qui se passe dans les rues, des questions de violence de toutes sortes, et donc cela s'ajoute à ce que je fais au niveau des arts, et je travaille au niveau de conseiller différents conseils qui portent sur les arts, les conseils de différentes organisations. Et je rajouterais que mon implication communautaire et mon implication au niveau des niveaux de gouvernement traite aussi de réconciliation dans son ensemble et plus particulièrement d'implication et d'engagement communautaire, alors que nous cherchons à développer des espaces communautaires tout en amplifiant les voix autochtones parmi d'autres et aussi, en fait, de mettre l'inclusion de l'avant tout en reconnaissant que le Canada, en tant que nation, aborde des conversations importantes qui sont nouvelles, pour ainsi dire. Cela dit, tous ensemble, nous apprenons en cours de processus. Donc, voilà en gros, comme vous avez pu le constater, plusieurs projets spéciaux à l'actif de notre panéliste, note de l'interprète. Bonjour. Alors, le prochain panéliste nous vient d'Edmonton, des terres du Traité 6, c'est Jamie Calayo, qui reconnaît les terres sur lesquelles il œuvre. Et j'ai ressenti un lien à la terre lorsque mes parents sont venus des Philippines. Et puis, je dirais que je sens un lien particulier avec la rivière Saskatchewan, par exemple. Et en fait, c'est en regardant la rivière aujourd'hui que j'ai ressenti un lien aux terres et cela varie d'un jour à l'autre. Et puis, bref, une sensibilité envers la nature et des terres sur lesquelles je vis. Je travaille également au niveau de Reach Edmonton,
Je travaille avec les municipalités, des agences de publicité et des agences de conception interactive. Je suis impliquée au niveau des communautés. J'ai fait, entre autres, une maîtrise en innovation sociale et comme sujet de thèse, je cherchais à explorer comment nous pouvons réimaginer l'engagement public et l'innovation sociale pour explorer des solutions qui proviennent de la communauté. Et une des solutions que j'ai pu trouver, c'est de travailler avec des éléments de fiction en fonction d'une réflexion contemporaine pour en arriver à la création d'un espace où, alors que les gens abordent un parcours à même cet espace, ils peuvent entendre le futur leur parler. Donc, c'est une manière innovante d'utiliser l'espace en fonction de l'engagement communautaire. Une question qui me tient à cœur, et puis l'art, disons-le, permet de déployer des parties du cerveau qui ne sont peut-être pas toujours stimulées autant que d'autres. Alors, je suis très heureux d'être avec vous pour la conversation. Alors, sans être tout à fait systématique avec une série de questions, même si j'ai une liste, en fait, ce que je pourrais peut-être faire, c'est vous en énumérer plusieurs, et puis s'il y en a qui, parmi ces questions qui vous parlent davantage d'emblée, ben ça pourrait être celle-là qu'on abordera pour commencer. Alors, on a déjà parlé un peu de ces questions de modification, mais on peut bien sûr y revenir. Et puis, si vous voulez m'interrompre alors que je parle des questions, n'hésitez pas à le faire. Alors, première question, que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce qui a changé en fonction de la pandémie? Comment réimaginons-nous l'engagement communautaire? Comment s'engager avant de s'engager? Comment se renseigner sur la communauté, les personnes avec lesquelles on souhaite s'engager, qu'on souhaite consulter? Alors, c'est un début de questions. Je vais d'ailleurs les communiquer par le biais du clavardage. Donc, motivation, que faites-vous et pourquoi? Ça, c'est la première. Deuxième, au sujet de la pandémie, comment est-ce que cela a changé votre manière d'aborder les arts communautaires? Quelles sont vos réalisations? Ah, moi, je vais prendre la parole. Ça, c'était la deuxième thématique. Bon, alors, je vous ai déjà dit un peu ce que je faisais et, en fait, je suis très passionnée par l'engagement communautaire. Et puis, quand on parle de création d'espace, je pense aussi à la création d'espaces sécuritaires. Et puis, nous sommes où nous en sommes en fonction de l'histoire. Et puis, on réalise que toutes les pièces du puzzle historique sont interreliées entre elles. Et pour ma part, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme autochtone, c'est Lindsay Lickers qui parle. Alors, même si j'ai appris beaucoup de choses lorsque j'ai fait mon baccalauréat à l'université, je dirais que j'ai aussi subi du racisme systémique, c'est-à-dire des politiques institutionnelles qui m'ont affectée, qui ont affecté ma pratique. Et ça explique en fait que je suis militante parce qu'il fallait que je me tienne debout pour moi-même dans ces espaces à l'université. Puis c'est encore plus vrai
lorsqu'on est artiste, alors qu'on est créatif. Alors, sans vouloir parler pour les autres, je dirais que la création est un processus très intime. Et ce que j'ai pu apprendre au cours de ma carrière, tout en travaillant à la réclamation de ma culture et de mon histoire, ben, ça fait en sorte que en fait, je rajouterai à cela que je suis une aidante traditionnelle. Donc, toutes ces pièces de ma vie, en fait, font en sorte que la notion d'espace sécuritaire est devenue importante pour moi. Et puis quand on parle d'espace sécuritaire, il s'agit aussi d'aborder les questions de décolonisation et j'ajouterais, en fait, une autre question, c'est est-ce que c'est possible de décoloniser des espaces coloniaux et devrait-on le faire? Alors, je réalise que je pose peut-être plus de questions qu'il y en avait au départ, mais tout ça pour dire que cela motive mon travail. Et puis, il y a plusieurs personnes autour de moi et des différentes communautés auxquelles j'appartiens parce que j'ai moi-même un héritage mixte. Je proviens de 3 différentes nations, en fait. J'ai du sang, j'ai des origines dans ces différentes nations. Mais en fait, ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas à la réconciliation, qui est un point de vue valide. Cela dit, si je regarde ma propre expérience, et puis le fait que je suis une artiste à Toronto dans un centre urbain, je dirais qu'il y a quand même une question d'espace sécuritaire dans ces centres urbains, en fonction du fait d'être une artiste, encore une fois. Et puis, si on pense engager les gens, notamment à ce genre de rencontres que nous avons aujourd'hui, il s'agit d'attirer les gens, d'ouvrir les conversations et voilà. Je vais arrêter là. Alors, merci beaucoup. Vous avez été d'une grande générosité et cela, comme vous l'avez dit, ça soulève encore davantage de questions. Et puis oui, cette idée de protection est importante. Pour ma part, j'ai été dans différents lieux géographiques et puis je dirais qu'on m'a déjà suivi, par exemple, sans que je ne le voulais. Et puis, il y a des questions aussi de capitalisme aussi qu'on pourrait aborder. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de silence, en fait, dans ces sociétés capitalistes et c'est pas toujours facile de prendre la parole de manière publique. Une autre chose, ça c'était Madame Anna. Lindsay, qui aussi prend toujours parole? Qui écoute-t-on? Et qui n'écoutons pas? Qui a de la difficulté à se faire entendre? Et puis, moi, je me suis souvent tenue droite et j'ai pris la parole. Donc, j'ai l'habitude finalement de jouer avec le feu, mais je dirais que c'est pas tout le monde qui est rendu au même point, surtout quand on parle d'engagement communautaire, d'artistes, et puis quand on parle aussi de personnes racialisées. Puis en fait, c'est ironique quand on pense à ce pays, quand on pense à son héritage, à son patrimoine, à comment il a été mis sur pied. Pour ma part, la réconciliation, quand j'y pense, la question de nouvelles langues aussi se présente
parce que le passé faisait état de relations conflictuelles aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient commenter? Oui, ben peut-être que moi je pourrais parler de motivation de mon côté. Et pour moi, l'engagement communautaire, c'est un processus qui est fascinant. Alors, j'aime voir ce qui se passe notamment après. Lorsqu'on a un bel engagement communautaire, un engagement porteur et qu'on voit que les gens intègrent ce qu'ils ont vécu pendant cet engagement communautaire. On voit aussi, en fait, que ça favorise la confiance et d'un autre côté, parfois, ça peut être très négatif. Et donc, qu'est-ce qui arrive après des expériences négatives? Et il y a des gens, en fait, qui perdent confiance. Et donc, comment fait-on pour maintenir la confiance communautaire? Et ça passe par l'engagement communautaire. En fait, on peut constater qu'il y a plusieurs projets qui sont facilement rejetés parce que l'engagement communautaire n'est peut-être pas toujours là où on voudrait qu'il soit. Alors, je pense par exemple dans la communauté où j'habite, il y a une nouvelle bibliothèque qui a été ouverte. Alors, il y a vraiment, elle est formidable, cette bibliothèque, avec beaucoup d'art, très intéressant. En fait, ce qui arrive, c'est que la communauté est défavorable envers ce projet qui a une excellente programmation et qui finit par être perçue de manière un peu négative. Et donc, un engagement communautaire aurait pu changer la donne. On aurait pu leur laisser savoir déjà, « Hey, devinez quoi, il y a une bibliothèque qui va être disponible pour vous bientôt. » Ça aurait pu avoir un effet point tournant sur les attentes par rapport à la bibliothèque. Une autre chose qui me motive, c'est qu'il y a tellement de potentiel de croissance. Et puis, parfois, j'ai le cœur brisé quand les gens font en sorte, je sais pas, qu'ils vont penser que l'engagement communautaire doit se faire autour d'un hôtel de ville. Il y a bien d'autres façons d'aborder et de faire vivre l'engagement communautaire que des rencontres sur le parterre de l'hôtel de ville, par exemple. Et puis, je pense à des artistes que j'aime beaucoup qui ont pris position par rapport à cela et un projet en ce sens qui m'inspire et dans lequel j'ai pu un peu participer, c'est l'arbre de souhait de Yoko Ono. En fait, c'était une belle chance pour moi de faire participer à ce projet. C'était dans le cadre d'un festival à Edmonton en 2015. Et à même ce projet, il y a eu toutes sortes de belles choses qui sont passées autour de cet arbre de désir. Et puis, en fait, il y avait des gens qui écrivaient des souhaits, des désirs sur l'arbre au centre-ville d'Edmonton tout au long de la soirée. Et ce que ça m'a fait réaliser, c'est que voici à quoi peut ressembler l'engagement communautaire. On a eu 10 000 souhaits à la suite de ce projet. Et puis, essentiellement, c'était le souhait pour l'avenir, mais pensons par exemple à la question, quel est votre souhait pour un espace sécuritaire? Quel est votre souhait pour interagir, pour avoir des liens communautaires qui vous parlent, qui sont significatifs pour vous?
Et puis, quand je pense à l'engagement communautaire, je reviens à cette soirée d'arbre à souhait de Yoko Ono. En une soirée, 10 000 souhaits récoltés, c'est quand même formidable. Et ça inspire toutes sortes d'autres initiatives. Anna, oui, merci. C'est vrai. Merci, c'est un très beau partage. Puis aussi, une des choses qui m'intéresse, c'est plutôt qu'événements ponctuels, c'est aussi peut-être une série d'événements au fil du temps. Parce que l'engagement, ça prend aussi son temps avant de prendre son envol. Alors, ça peut prendre plusieurs perles sur un collier d'une certaine façon. Kayla, parlez-nous de votre motivation. Bon, ben moi, ce que je fais, en fait, comme je vous l'ai dit, je travaille surtout avec la jeunesse et je cherche à créer des espaces tout en maintenant des bornes par rapport aux adultes. Alors, entre autres. Ce qu'on constate, c'est qu'ils veulent... Alors, en fait, en tant que travailleuse auprès des jeunes, je dis, ben, en fait, il faut comprendre pourquoi on interagit avec les autres, pourquoi on interagit avec toutes sortes de gens dans la société. Bon, par exemple, il y a des gens qui vont dire, bon, il s'agit juste de nourrir les gens. Par exemple, des adultes vont penser, on va leur payer une pizza, puis on va pouvoir recruter des jeunes avec nous. Ben non, il s'agit de les rémunérer convenablement, par exemple, en fonction des projets. Et puis, donc, il y a une question de respect, il y a une question d'objectif. Et puis, ce qui est fondamental dans tout ça, c'est que les jeunes doivent sentir que leur voix fait une différence. Alors, c'est ça qui me motive, en fait, c'est la validité et la beauté de la voix de la jeunesse parce que c'est notre avenir. Et donc, si on veut penser aux communautés de l'avenir, ben, il s'agit d'intégrer les jeunes de manière significative. Et ça, je trouve ça vraiment beau et motivant. Oui, oui, je suis d'accord. En fait, dit Anna, c'était Kayla qui parlait. Alors, il s'agit aussi, en fait, ce que j'entends, de ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quitte à ne pas nécessairement être populaire ce faisant. Et puis, je reviens à cette idée d'organisation du capitalisme et de l'économie. Je dirais qu'en fait, c'est un sujet qui m'obsède. Je pense qu'il y a tellement de choses qui reviennent à ces questions d'économie. Et pour faire face à cela, c'est une question de temps, c'est une question de développement de relations. Et puis, vous nous avez entretenu donc du développement des relations avec les jeunes et de leur voix. Alors, merci. Alors, j'ai regardé les autres questions et puis je pense qu'il y a un fil logique vers la société de consommation et puis l'industrialisation. Alors, moi, je dirais que j'ai travaillé dans de petits projets sur le terrain, mais aussi des projets qui travaillaient sur des politiques provinciales qui elles-mêmes, ou en fait à différents niveaux de gouvernement pour faire bouger les choses. Donc, j'ai été impliquée à toutes sortes de niveaux pour ce qui est de différentes portées. Et puis, je dirais aussi que la question des relations entre les individus devient très importante. Anna, ben, j'ai envie de dire,
que le racisme noir, il y avait que c'était le résultat, par exemple, de l'esclavage et de ce qui s'est passé du côté historique, mais en même temps, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Oui, dit Lindsay. En fait, on revient à l'idée de ce processus de décolonisation. À quoi ça peut ressembler? Puis je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est notre point de départ. Quelle est la culture de départ? En fait, je pense qu'il y a lieu de regarder les choses sous d'autres aspects. Et puis, fondamentalement, c'est une relation entre les gens. C'est pas des relations, autrement dit, qui sont basées sur « je te donne quelque chose pour recevoir quelque chose », c'est pas ça qui est porteur. Il y en a qui vont dire que ça, c'est de la réciprocité, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Quand on parle, par exemple, des territoires, on n'est pas tout à fait là. En fait, l'exemple que Kayla a donné, à savoir, par exemple, quand le gouvernement veut s'impliquer auprès de la jeunesse, quand le gouvernement veut s'impliquer au niveau de personnes racialisées, en fait, toute cette conversation avec les jeunes à laquelle vous faisiez allusion, ben essentiellement, on peut pas juste se présenter pour extraire des choses. Il s'agit pas, en fait, de favoriser une culture de l'extraction. Puis je dirais que ça, c'est un sujet d'actualité. On commence vraiment à en prendre conscience. Et puis en même temps, il va toujours y avoir des défis quand le leadership fonctionne en fonction d'extraction de ressources. Les terres sont une ressource, les gens sont une ressource, et c'est ainsi parfois qu'on aborde a priori, et ça devient un défi important, certes, mais d'un autre côté, il y a des manières simples pour désamortir tout ça. Pour vous donner un exemple, dans les milieux où j'œuvre, un autre point que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne s'agit pas d'aborder les gens, par exemple, avec une lentille qui voit le traumatisme et qui fait en sorte que ça favorise du traumatisme encore davantage à plus long terme. Donc, non, on arrive dans des positions de vérité, dans des positions d'authenticité et comme Kayla suggérait, quel est votre but? Pourquoi êtes-vous ici? De quoi allons-nous parler et pourquoi? Et puis, si on n'a pas les réponses, ben là, petit signal d'alarme qui s'active. Et puis, ce pays dans lequel nous vivons, on est dans la situation que nous vivons actuellement parce que on a tourné le dos aux gens qui favorisaient des relations. Donc, c'est une conversation qui est importante, mais en même temps, un des chaînons essentiels, c'est des relations entre les gens, des relations de confiance, et puis qu'est-ce que ça prend pour favoriser la relation à long terme? Parce que, disons-le, on vit dans une société qui veut que je veux ça tout de suite, maintenant, parce que j'en ai besoin, parce que je le veux, alors que l'idée, c'est d'honorer la personne avec qui on est, de respecter l'autre et de voir à plus long terme et d'honorer la souveraineté des êtres humains. Et puis ça, ben, ça revient aussi à l'idée d'honorer nos ententes et nos traités. Alors, c'est intéressant, en fait, les différents niveaux que ça vient toucher. Et puis, donc, on revient à favoriser le meilleur des relations entre nous, à favoriser les meilleures relations avec la Terre. Et bien que nous parlions d'art,
et de communauté, ben tout ça, ce sont des chaînons qui se lient entre eux, qui sont interreliés. C'est là que le tout se fait en contraste à cette société qui cherche à compartimenter. Bon, merci beaucoup. Anna, je vais maintenant prendre la balle au bond et puis je dirais que des fois, on prend des raccourcis pour justement ne pas avoir à passer trop de temps dans la relation. Et donc, par exemple, pensons à des relations transactionnelles. Quel est ton prix? Combien ça coûte? Voici ce que j'ai besoin. Hop, 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 j'ai pas envie de t'écouter. Alors, je pense en fait que parfois les raccourcis sont trop rapides et certainement le raccourci des interrelations humaines. Bon, une des choses que je vous entendais dire, et ça m'a fait penser à la pandémie et aux leçons qu'elle nous a apprises, c'est Madame Anna qui parle. En fait, quelles sont les leçons apprises et comment est-ce que ça a changé la pratique artistique? Bon, je dirais, pour moi, en fait, ces temps d'arrêt ont fait en sorte qu'il a fallu apprendre à écouter. Alors, ben moi, j'ai une réponse à apporter, dit Lindsay, mais je vois la main levée de Jamie. Alors, Jamie, on vous écoute. Bon, ben merci. Je pourrais certainement vous écouter longtemps. Il y avait tellement de points fabuleux qui ont été abordés. Ah, ben moi, je gagne ma vie en parlant, dit Lindsay. Bon, Jamie, je voudrais revenir à cette idée de relation. Si on veut engager les membres d'une communauté pour créer des relations, je dirais, il est un peu tard. Et à mon avis, si on fait partie d'une organisation ou d'un groupe quelconque qui cherche à servir la communauté, je dirais que le devoir, c'est de créer des relations avec tous les gens qu'on dessert, quelles que soient les opportunités qui se présentent, parce qu'il faut être capable, en fait, ben, la pire des choses, c'est de demander à une communauté de quoi avez-vous besoin pour l'engagement communautaire. Ça démontre en fait que vous écoutez pas les gens autour de vous, parce que je suis convaincue que la question des besoins a été abordée bien des fois avant qu'elle n'ait besoin d'être posée. Alors, aujourd'hui, je dirais que cette conversation, si elle vous inspire au niveau des relations, c'est fondamental. Comment la manière de comprendre les besoins d'une communauté, c'est d'être en relation. On n'a pas besoin d'un projet pour entrer en relation avec les communautés. Il s'agit d'être intéressé, d'aller vers l'autre, et ça, c'est suffisant pour démarrer les relations si elles ne sont pas déjà faites. Et puis, quand cette relation est établie, quand l'écoute est là, on n'a pas besoin de poser la question. Quant aux projets qui sont importants, on le sait. Bon, maintenant, Kayla, je suis tout à fait d'accord. En fait, oui, souvent on a cette question, qu'avez-vous besoin? Puis souvent les gens, ils veulent pas vraiment répondre. En fait, alors, puis ce qui arrive des fois, c'est qu'on va poser des questions sur des projets impossibles à réaliser pour une raison ou pour une autre. Pensons aux pêches et océans. Bon, ben là, on va enlever les cages à homards. Ben, là, on peut pas. Ben, en fait, si vous n'êtes pas prêt à entendre ma question, ma réponse, ben, posez pas la question. C'est ça le point que j'essaie de faire. Et puis, pour ce qui est de la pandémie, moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a peut-être une certaine paresse. C'est-à-dire que quand les gens
il y a un phénomène de généralisation. J'ai parlé, par exemple, à 2 ou 3 Autochtones, puis je comprends toutes les Premières Nations du pays. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, c'est, je dirais que c'est aussi un peu contraire à l'engagement communautaire, sinon peut-être un peu injuste. Parce que, en fait, il y a peut-être... ben, ce qui arrive aussi, c'est que des fois, il y a des questions d'opinion. Et puis, il s'agit d'avoir une personne qui est d'accord avec nous pour qu'on puisse ignorer les autres. En fait, je dirais aussi que ce que j'exprime, c'est peut-être le résultat de la difficulté d'avoir eu des relations pendant la pandémie. C'était pas simple, ça prenait la technologie, ça prenait la compréhension de la technologie. Pensons aux aînés, par exemple. On les met pas sur Zoom très facilement, puis je suis pas certain qu'ils ont aimé tout ce virage numérique de la pandémie non plus. C'est pas facile, en fait. Oui, ben moi, pour faire du pouce sur la pandémie, dit Jamie, je dirais que ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup d'inéquité pour ce qui est de l'engagement communautaire. Et puis, on a vu à quel point les inéquités pouvaient être profondes dans nos communautés. Alors, voilà. Bon, dit Lindsay. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, moi, ce qui me vient en tête, surtout étant donné que je suis intervenante sociale, en fait, on travaille pour les gangs, pour le trafic de drogue, et puis ce qu'on a vu, c'est que les groupes, en fait, sont devenus cachés parce que les gens ont commencé à travailler sur ordinateur, dans leur maison, donc ça a accentué peut-être la vulnérabilité parce que les gens étaient moins accessibles. C'était vrai aussi en tant qu'intervenant, pas capable d'avoir accès aux difficultés de nos communautés aussi facilement parce qu'on les voyait pas. Et puis, je dirais aussi, par exemple, moi je vis sur une des plus grandes réserves au Canada et malgré cela, j'ai des difficultés d'accès Internet. Et puis c'est pas comme dans le reste du pays. Et puis on connaît aussi les problèmes d'accès potable de certaines réserves. Mais bref, l'accès à la technologie, ça faisait en sorte qu'il y avait des bris à même les communautés. Il y a des gens qui pouvaient œuvrer avec la technologie, puis il y en a qui ne pouvaient pas. Et ça faisait en sorte aussi que ça accentuait l'isolation parce que souvent les gens qui étaient pas technologiques, pour ainsi dire, c'était pas nécessairement des gens très visibles ou verbaux dans la communauté. Donc, ça a accentué les clivages. Donc, pensons aussi à tout l'espace numérique au niveau de la formation, qui a aussi eu des effets positifs, c'est-à-dire des cours en ligne. Fait que tout n'est pas noir nécessairement, là, vraiment pour la technologie. Il y a des très belles choses aussi. Mais maintenant, si je pense aussi au niveau spirituel, je dirais que ce qui est intéressant avec la pandémie, c'est que ça a été un jeûne collectif. Alors, un jeûne, c'est quand on sert d'un jeûne, en fait, pour pouvoir reconnecter avec la nature et aussi reconnecter avec soi-même. Et quand on pense à l'engagement communautaire, on a traité de la relation, mais on ne peut pas avoir de relation avec les autres si on n'a pas une relation avec soi-même, d'où cette idée de jeûne dans la nature pour reconnecter. Alors, je reviens à cette idée de jeûne collectif en fonction des impacts environnementaux. C'est un peu comme si
il fallait éteindre la lumière. Ça fera ce chemin où vous endommagez la terre, où vous êtes déconnecté de vous-même, où vous êtes déconnecté de votre communauté. Donc, on va rafraîchir le tout. Ici, je pense aux forces de la création, à la terre, par exemple, et aux autres aspects de la création. Alors, est-ce que tout le monde a pris le temps pour se ressourcer? Je sais pas. C'est sûr qu'il y avait des gens qui piaffaient, qui avaient hâte de retourner dans l'arène, pour ainsi dire, mais essentiellement, la COVID et la pandémie nous a mis devant le bout du nez ces questions d'inéquité, ces questions de quelles voix sont entendues, quelles voix sont moins entendues, puis aussi cette possibilité de comment allons-nous sortir de cette pandémie renforcée en fonction du temps de réflexion que nous avons pu avoir. Cela dit, est-ce que tout le monde a pris le temps de réfléchir? Bon, je ne sais pas. C'est un processus. Et puis, d'entrer en relation, c'est une compétence. Puis ça aussi, c'est important. Parce qu'alors que nous sortons de la pandémie, on réapprend à être en lien les uns avec les autres. Donc, c'est pas mal intéressant. Alors, voilà certaines choses que j'ai apprises. C'était Lindsay. Anna. C'est aussi, on a appris de voir à quelle vitesse on peut bouger. On peut avoir de l'agilité. On peut vraiment transformer les choses si on s'y met. C'est pourquoi j'aime beaucoup le travail sur le terrain. Parce que c'est possible d'agir et d'avoir un effet réel. Et puis la pandémie nous l'a appris. Mais en fait, l'impossible devient possible. Et puis, je reviens aussi à ces questions d'économie, dit Madame Anna avec un petit sourire. Bon, maintenant, quel serait votre projet de rêve, dirais-je? Alors, oui, on a parlé des terres de ce pays, mais j'aimerais savoir, vous, quel est un projet que vous portez particulièrement? Puis que peut-on faire en tant qu'artiste? Ben, c'est pas tellement un projet pour moi, mais une nouvelle manière de faire les choses, peut-être de nouvelles manières de faire les choses, comment changer les pratiques. Alors, par exemple, j'aimerais que les gens pour qui on prend des décisions soient assis à table, pour qu'ils soient partie prenante des décisions qui les concernent. Et puis aussi d'aborder la conversation en tant que communauté au sujet de la communauté. C'était Jamie. Oui. Puis quand je parle de projet, j'essaie pas nécessairement de compartimenter. Donc, ça peut être un projet de vie. Juste pour nuancer ma question là, pour les fins de nos autres panélistes. Bon, ben, de mon côté, nous avons progressé de manière graduelle. Et puis, un exemple, c'est de faire en sorte que la santé mentale soit disponible au niveau communautaire. Et puis, moi, je travaille donc avec la jeunesse. Je suis thérapeute avec les jeunesses. Et puis, on travaille notamment avec la méditation. On travaille avec les relations familiales. Et puis, j'espère que le financement continuera en ce sens. Et puis, plus on a d'interaction avec notre système de santé, mieux c'est, parce que pensons aux membres LGBTQ, aux membres BIPOC, c'est-à-dire noirs, autochtones et couleurs.
Donc, de resserrer les liens communautaires en tant que santé, ça devient important, mais aussi de remettre à la communauté des projets qui pourraient être autofinancés par celle-ci plutôt que d'être pris en charge par des institutions qui marginalisent des groupes de la communauté. Voilà. Oui, Diana. Merci. En fait, les institutions existent parce que les systèmes culturels font en sorte qu'on ne prend pas nécessairement soin les uns des autres. C'est l'institution qui s'en charge. Lindsay, oui, ben pour faire du pouce là-dessus, ce que je vous entends dire, c'est que on passe à une autre étape si on pense au patriarcat. Depuis très, très, très longtemps, nos communautés peuvent fonctionner convenablement tout en prenant soin de ses membres. Alors, par exemple, si vous voulez un exemple frappant, c'est les peacemakers dans d'une des confédérations des Premières Nations. En fait, si vous êtes intéressé, ça peut être recherché cela. Mais on a des exemples frappants, en fait, d'exemples à succès. Et puis, je suis d'accord avec Kayla, c'est-à-dire redonnez-nous nos terres, redonnez-nous nos communautés, redonnez-nous notre épine dorsale. On est capable de s'autonomiser. On n'a pas besoin des grosses institutions toujours. Et puis, on parlait de la société de communication, on parlait des territoires et des ressources. Bien, à 100%, c'est toujours la société dans laquelle on a vécu. Et quand on parle du capitalisme, c'est comment s'approprier les ressources à même des structures patriarcales. Et ça, c'est dommageable. Et puis, si on repense aux terres, ben, les terres, pour bien des peuples autochtones, c'est la mer. Et ça nous ramène à l'énergie féminine, au matriarcat, en contraste au patriarcat. Et puis, c'est plus une question de cœur, c'est plus une question de recevoir plutôt que de prendre. Et c'est là où c'est pas toujours simple quand on pense à l'engagement communautaire, c'est en fait cette déconnexion qu'on a, par exemple, à la terre pour s'y reconnecter. Puis si on parle d'un projet, moi je dirais que j'aimerais œuvrer dans une culture qui prend soin de la terre. Oui, c'est sûr qu'on va continuer à utiliser nos téléphones et nos ordinateurs, mais on peut trouver aussi un équilibre qui ne vient pas endommager notre esprit, parce que c'est l'esprit blessé qui se répète et se répète et se répète. Et puis, pourquoi on n'en parle pas dans la santé publique? C'est que si on garde les gens déconnectés, c'est plus facile de se les approprier. Ben, moi, j'aurais une petite remarque BIPOC à faire, c'est-à-dire sur les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur. Ben oui, il y a des organisations qui œuvrent à ce niveau aussi. Il y a une organisation en Ontario qui s'appelle La Voix des grands-mères, qui est propulsée par des femmes autochtones. C'est superbe. Et puis, il y a beaucoup d'activités rattachées aux terres. Et en plus, cela se marie aussi, prendre soin de la terre, à prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions également. Et puis, ça devient difficile quand on pense à la terre et à tout le reste. On ne pense plus à ses buts personnels de la même manière parce qu'on prend
plus de choses en considération autour de nous. Et puis, bon, quand je pense aussi à ces idées de financement, ben, ça revient aussi à cette question de terre, parce que qui supervise le financement? Ben, en fait, l'aspect financier des choses touche à tous les aspects de notre société, mais si on reflète l'idée de qui prend les décisions et pourquoi, quand on pense aux terres, et puis, en tant que membre de communauté, de conscientiser les gens autour de nous en fonction de la vérité pour que de la communauté, les questions s'élèvent. Puis plus il y a de gens qui posent les questions, plus l'écoute des niveaux de décision devient important. Je reviens aussi à la question d'immigrants, où les immigrants, on pourrait leur présenter aussi des programmes où ils ont un rôle à jouer au niveau des terres de ce pays. Ça favoriserait peut-être la responsabilisation par rapport aux terres. Ça, c'était Anna. Jamie, moi, je reviens à cette idée de déconnexion des uns envers les autres et des terres. J'ai pas la réponse, mais j'ai une question. Peut-être pouvez-vous m'aider à réfléchir. Mais cela dit, il y a une différence entre des quartiers et des communautés. Alors, des quartiers, c'est limité géographiquement, pour ainsi dire, alors que la communauté, c'est aussi avec qui sommes-nous en relation par rapport à où sommes-nous en relation. Et puis, la déconnexion entre les gens, j'ai envie de dire, ça dépend pas tellement du lieu où on habite. Plus, c'est important de se connecter avec des gens chez qui on se reconnaît. Mais en même temps, on perd les compétences d'être en relation avec les gens qui vivent autour de nous, tout en acceptant les différentes perspectives qu'ils peuvent avoir. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de polarisation, des gens qui sont aveugles envers les autres. Et puis, je suis curieux de savoir ce que vous pensez à ce sujet et comment nous pourrions naviguer ce défi, face à ce défi. C'était Jamie. Lindsay, moi, ce qui me vient en tête, c'est que dans les communautés où j'œuvre, surtout les Anghoe, on a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de condoléances. Et chaque fois que nous avons une rencontre communautaire importante, les condoléances sont récitées et la cérémonie a lieu. Et ça, il s'agit de reconnaître le deuil des gens autour de nous. Parce que qu'est-ce qui est à la racine des conflits? C'est souvent des deuils que les gens vivent. Et quand on reconnaît les deuils, quand on reconnaît les expériences, on est là pour appuyer les autres et pour dégager d'une certaine façon. Ça permet de clarifier l'intérieur quand les gens autour sont alignés par rapport à ce que je vis, qui je suis. Et ça, c'est une pratique autochtone que j'ai vue vraiment avoir des effets très positifs. Et puis, quand on passe à l'engagement communautaire, ben, je dirais, puis quand je pense au projet de plus grande envergure dans lequel j'ai été impliquée, on pourrait dire, bon, par exemple, honorer les voix de tous. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut vraiment que ce soit significatif. Et pour que ce soit significatif, ça prend de l'action. Ça prend une contribution à la communauté. On ne peut pas prendre sans remettre. On revient à cette idée de réciprocité véritable. Ça aussi, ce sont des questions de confiance dont on parlait. Confiance si on veut
se propulser vers l'avant, c'est-à-dire d'entretenir des relations à long terme. C'est pas une relation un mardi soir puis ça s'arrête là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être là pour les gens autour de nous pour de longues périodes de temps? Et puis, je dirais que d'inviter les gens, de les inclure pour qu'ils puissent voir les transformations, d'être témoins ensemble de ce qui se passe, de ce qui change, de ce qu'on fait. Et puis, ensemble, d'évaluer, de valider, de reconsidérer, ça permet de fermer des boucles plutôt que d'entamer des choses et de laisser la porte ouverte en se disant que les choses vont se passer d'elles-mêmes. Donc, ça revient à cette idée aussi de comment est-ce qu'on apprend en tant qu'être humain d'être en relation les uns avec les autres. Parce que ça sort aussi du fait qu'on n'a pas été très bon à être en relation les uns avec les autres. Kayla, moi j'aimerais vous entendre, dit Jamie, sur l'expérience des jeunes. Parce que je pense que les jeunes sont excellents pour créer leur propre communauté entre eux, c'est-à-dire. Alors, c'est plus une question de communauté d'âge qu'une communauté géographique ou de quartier. Et je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais si on a des difficultés dans les quartiers où on vit, par exemple, comment est-ce qu'on cultive un sentiment d'appartenance ou un sentiment de confiance? Ouais, dit Kayla. Moi, je trouve que c'est vraiment super ça comme force auprès des jeunes. C'est qu'ils sont excellents pour développer leur propre communauté, sinon leur propre famille. Ils ont le don de créer des espaces où ils se retrouvent. Puis moi, je les aide dans ce sens-là. Puis une fois que ces communautés s'amorcent, ben il y en a d'autres qui se rajoutent. Ça va commencer avec 3, puis peut-être qu'ils vont se retrouver à 20, alors qu'il n'y avait aucun but d'être 20, mais il y avait des buts communs, il y avait des éléments qui vont chercher dans la communauté, que ce soit de l'amitié, que ce soit des échanges, ben il y a quelque chose de favorable. Et puis des fois, ça peut prendre 1 heure de route pour aller rencontrer les gens de leur communauté en utilisant les pronoms qu'ils veulent, en faisant les choses qui leur tentent. Ben, autrement dit, ils vont prendre les moyens pour être membres de ces communautés. Et puis ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que ça peut se créer de manière virtuelle aussi. Et ça peut se faire, par exemple, notamment en jouant des jeux vidéo. Alors, ça crée des communautés qui sont pas nécessairement rattachées aux communautés, mais en même temps, puis même, en fait, c'est même pas rattaché à leurs institutions scolaires. Et ce qui est beau là-dedans, c'est justement que ces communautés puissent se créer parce que il y a beaucoup de magie qui s'y opère. Et il n'y a pas de limite, pour ainsi dire, traditionnelle à la création de ces communautés-là, que ce soit, par exemple, l'exemple de la zone géographique. Jamie, ben, une autre question que j'ai, c'est qu'en est-il d'espaces non sécuritaires? Kayla, ben, je dirais que, en fait, parlons des écoles. Les écoles, c'est souvent un espace toxique. C'est une question de passer à travers les années, puis il y a des jeunes qui vraiment, là, c'est pas excellent pour leur santé mentale. Puis pensons juste aux arts. Essayez de faire de l'art dans une communauté, à l'école, ben c'est pas ce que ça donne, c'est ben il y a quelqu'un qui va me donner une note sur les échelles de gris.
Et puis, moi, j'aimerais peut-être qu'on me laisse travailler avec la couleur mauve. Alors, donc, une des choses que je fais, c'est aussi de décoloniser l'art au niveau des institutions scolaires et puis de pratiquer l'art pour le plaisir de pratiquer l'art. Et puis, bon, il y a beaucoup des choses à faire. Donc, c'est sûr que ça présente des défis quand on se sent pas dans des espaces sécuritaires pour pouvoir se réaliser et s'exprimer. Et c'est vraiment franchement dommage que ce soit vrai dans des milieux scolaires. C'est attristant. Bon, Diana, il ne nous reste que quelques minutes. Alors, je ne sais pas si il y a des questions de fin de séance qui vous viennent à l'idée. Et puis, Kayla, je vous ai entendu. Puis, je dirais que effectivement, l'école, c'est pas toujours une question d'éducation, mais une question d'organisation, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement éducative pour les jeunes qui la fréquentent en fonction de leurs besoins. Alors, y a-t-il des commentaires de fin? Reprend Anna. Alors, j'aimerais peut-être lire ce que Jennifer nous a écrit dans le clavardage. Alors, Jennifer Kay, bonjour à tous. Je suis une femme asiatique deuxième génération qui est guide en thérapie forestière et une expérience pivot pour moi, ça a été de me connecter à la terre et à moi-même. Donc, un éveil créatif et ça a vraiment fait une différence pour moi quant à l'authenticité par rapport aux terres réelles et à la communauté sociale. Et là, j'ai commencé à présenter mes amis et le public à l'expérience de la thérapie en forêt, tellement ça a été quelque chose de différent pour moi. Alors, c'est une petite contribution que je fais à l'engagement communautaire avec les gens autour de moi. Bon, ben merci beaucoup, beaucoup. Dis toujours Jennifer Kay pour une conversation fort intéressante et stimulante. Bon, ben Anna, je vous remets le lien dans le clavardage à mon document Google pour que nous puissions le bonifier ensemble. Alors, dites-moi, y a-t-il des questions, commentaires de dernière minute? Jamie, un commentaire sur ce que Jennifer nous a dit sur la forêt. Moi, je dirais que ce que vous apportez comme une idée fondamentale, c'est de faire sortir les gens des espaces habituels. Lorsqu'ils sont dans les zones qu'ils connaissent bien, c'est facile de retomber sur des réponses et des habitudes que l'on a et que l'on connaît. Mais quand on sort quelqu'un de son espace, comme vous le faites avec la forêt, ça, c'est vraiment porteur pour ce qui est des conversations. C'est vrai aussi pour les galeries d'art. On peut poser des questions dans un musée, par exemple. Ben là, tout d'un coup, il y a autre chose qui est susceptible de se passer. Alors, merci beaucoup pour d'avoir partagé votre expérience quant à la forêt et la thérapie en forêt. Oui, Diana, on peut laisser tomber ses gardes d'une certaine façon dans de nouveaux espaces et puis discuter alors qu'on a un visuel différent autour de soi. Et puis, quand on passe aux relations de l'art en fonction de leur jeunesse, ben écoutez, moi j'ai parlé à des personnes plus âgées qui ont fait de l'art tout jeune et puis ils ont des souvenirs encore vivaces. Alors, ça témoigne de l'importance qu'a pu avoir l'art nécessaire pour des personnes en fonction de comment ils y ont été exposés. D'autres questions, d'autres commentaires, dit Anna. Ben, écoutez, moi, je vais rajouter des choses au Google Doc que j'ai partagé avec vous. J'espère que vous y contribuerez. Merci beaucoup.
D'accord. Ah, merveilleux. Oui, ben j'aimerais vous remercier, Anna, dit Belinda. Merci d'avoir animé cette discussion. C'était vraiment fabuleux de pouvoir vous écouter, vous entretenir sur ces sujets. Et puis, j'aimerais remercier notre équipe technique ainsi que nos interprètes. Et c'est la première fois aussi que nous avons la traduction en simultané en français. Alors, encore une fois, merci à tous. Cette idée de réimaginer l'engagement communautaire, c'est important, notamment quand on y passe en fonction de l'accessibilité et de l'authenticité quant à l'engagement. Je voudrais aussi remercier nos commanditaires, Create Space Residency, Shaping Space, qui est appuyé par la ville de Toronto, aussi Artworks TO, aussi TD Bank, et le Conseil canadien pour les arts et le Conseil de l'Ontario pour les arts. Donc, merci à tous de votre généreux soutien financier, puis merci à tous nos membres aujourd'hui du panel, Jamie, Kayla, Lindsay, notre modératrice Anna. J'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai aucun doute qu'on pourrait continuer la conversation pendant encore un bon moment, mais on va respecter le temps de nos participants. Alors, merci de vous être joints à nous. Et encore une fois, nous avons enregistré la conversation, nous allons la partager et merci à tous ceux qui sont avec nous sur Facebook Live. Passez une excellente soirée. Merci. Merci, merci. Alors, la réunion vient de s'arrêter. Fin de l'enregistrement. End of recording as the meeting has come to an end.